Ils ont ri quand il a dit qu'il représentait son cousin au tribunal. Il ne riait plus 20 minutes plus tard. Enlève cette capuche, fiston. Ce n'est pas un clip de rap. C'est la première chose que le juge Harold Wexler a dite au moment où Jaylen Prescott, 17 ans, est entrée dans la salle d'audience 2B du palais de justice du comté de Maricopa à Phoenix, en Arizona. L'endroit était déjà à moitié plein, murmures, chuchotements, rires discrets. Quelques personnes ont levé les yeux de leur téléphone. L'huissier s'efforçait de ne pas sourire. Jaylen n'a pas bronché. Il baissa calmement la capuche, révélant des cheveux courts et torsadés et des yeux noirs et perçants qui clignaient à peine. Ses vêtements étaient simples, un sweat à capuche gris délavé, un jean noir et des baskets éraflées aux lacets effilochés. Si vous ne le saviez pas, vous penseriez qu'il était là pour une audience pour absentéisme. Mais il ne l'était pas. Il s'est dirigé directement vers la table des plaignants, a laissé tomber son sac à dos à côté de la chaise et s'est assis comme s'il faisait cela tous les lundis depuis Noël. En face de lui était assis l'avocat de la défense, la quarantaine, un costume bleu marine sur mesure, des lunettes argentées qui ne glissaient jamais et un air suffisant qui criait « Cela ne prendra pas longtemps ». Le juge Wexler, visiblement agacé, se pencha en avant depuis le banc et haussa un sourcil. « Êtes-vous perdu, monsieur Prescott ?» Jaylen Prescott. Je représente ma cousine, Madame Tiana Rowe, dans sa plainte au civil, dossier numéro 2023 au CV7. La salle d'audience est devenue plus silencieuse. Quoi maintenant, demanda Wexler, la voix légèrement plus forte. Je suis son représentant légal. Je suis mandataire. Tous les documents ont été soumis et approuvés vendredi dernier. Jaylen fouilla dans son sac à dos, en sortit un dossier soigneusement coupé et le tint en l'air. L'huissier, le regardant toujours du coin de l'œil, l'amena jusqu'au banc. Wexler ajusta ses lunettes, feuilleta les papiers approuvés. Signature du juge comprise. Cela aurait dû être la fin. Mais ce n'était pas le cas. D'accord, soupira Wexler en posant le dossier. On fait des numéros de cirque maintenant. Bien sûr, vous regardez quelques épisodes de Law & Order maintenant tu es Clarence Darrow. Très bien. Faisons comme si ce n'était pas absurde. Le public rit à nouveau, doucement mais vivement. Quelques têtes secouées. Une femme âgée au dernier rang a murmuré quelque chose à sa voisine, et elles ont toutes les deux ri. Pourtant, Jaylen n'a pas mordu. Il a simplement ouvert son propre dossier, tourné quelques pages et griffonné quelque chose sur un bloc-notes jaune. L'avocat de la défense s'est levé et s'est éclairci la gorge. Votre honneur, nous sommes heureux de poursuivre, mais pour mémoire, nous nous réservons le droit de demander un rejet sur la base de la décision du plaignant d'être représenté par un mineur. Le juge Wexler a balayé cela d'un geste de la main avec un demi-rire. Laissez ce garçon se ridiculiser. Il voulait être sous les feux des projecteurs, voyons ce qu'il en fera. C'est à ce moment-là que Jaylen a levé les yeux pour la première fois depuis qu'il s'était assis. Avec un calme qui ne correspondait pas à son âge, il demanda. Avant de continuer, votre honneur, puis-je vérifier que l'avocat adverse a divulgué tous les documents relatifs à la violation du bail du 8 février, les courriels, les photos, les avis horodatés? La pièce redevint silencieuse. Wexler cligna des yeux. L'avocat de la défense a hésité. Ceux-ci n'ont pas été inclus dans la découverte initiale en raison de problèmes de timing, donc ils ont été omis. Jaylen intervint. Bien qu'il soit important pour la revendication centrale? Wexler les regarda tour à tour. L'avocat de la défense a redressé sa cravate, soudainement mal à l'aise. Je vais vous accorder une pause de 5 minutes pour que vous puissiez produire les documents manquants, marmonna Wexler en fronçant légèrement les sourcils. Ne prenez pas l'habitude de faire des économies. Jaylen se rassit, hocha la tête une fois et écrivit autre chose. Il n'avait même pas encore commencé son argumentation, mais la salle d'audience semblait déjà différente. Le silence qui suivit n'était pas de l'ennui, c'était de la curiosité. Mais Wexler n'avait pas fini de le tester. Et Jaylen ne s'était même pas échauffé. Jaylen est né à South Phoenix, à environ 10 pâtés de maison de l'endroit où se trouve aujourd'hui le complexe d'appartements de sa cousine Tiana, à moitié barricadé, la peinture s'écaillait sur les murs latéraux, les boîtes aux lettres cassées fermées par des attaches en plastique. Ce n'était pas le genre d'endroit où l'on parlait de tribunal civil. Mais sa mère l'a fait. Son nom était Patrice. Elle a travaillé à la réception d'une clinique pédiatrique pendant 16 ans et n'a jamais manqué un seul quart de travail. Elle savait comment faire fructifier $1 comme si c'était de la pâte,
et combien d'heures il fallait travailler pour garder les lumières allumées, le réfrigérateur en marche et le loyer payé, 3 jours à l'avance, pour que le propriétaire ne vienne pas fouiner. Son père? Il est parti quand Ghislaine avait 5 ans, laissant une pile de billets dans une valise à moitié pleine. C'était la dernière fois que quelqu'un le voyait. Ghislaine n'en était pas amère. Il a appris très tôt que personne ne viendrait les sauver. C'était le genre d'enfant qui restait assis tranquillement au fond de la classe, capuche relevée, griffonnant des choses dans les marges de son cahier. Les professeurs pensaient qu'il n'était pas attentif. Il l'était, mais pas pour eux. Lorsque son oncle a été arrêté pour une infraction de stationnement qui s'est transformée en une fausse accusation de résistance, Ghislaine a commencé à lire. Pas seulement des articles, transcriptions judiciaires, ordonnances municipales, résumés de la Cour suprême sur Google Scholar. Tout a commencé par la colère. Puis vint l'intérêt. Puis l'obsession. À l'âge de 15 ans, il pouvait déjà réciter de mémoire des extraits des lois de l'Arizona sur les locataires. À 16 ans, il rédigeait des exemples de réponses aux avis d'expulsion, juste pour s'entraîner. Le week-end, pendant que les autres enfants étaient au centre commercial ou se faufilaient dans les clubs, il regardait des affaires judiciaires publiques en ligne, les décortiquant comme un entraîneur qui examine une bande vidéo de match. Personne ne l'a pris au sérieux. Sauf sa mère. Elle n'a pas dit grand-chose, mais un soir, en pliant du linge, elle l'a regardé et a dit « Tu ferais un sacré bon avocat. » Puis elle est revenue à l'association des chaussettes. Ça a collé. Cela est devenu réel le jour où Tiana est rentrée à la maison en larmes, brandissant un avis de son propriétaire. Accusée d'avoir rompu son bail à cause d'une plainte pour bruit qui n'était même pas la sienne. Une voisine l'a déposée alors qu'elle travaillait en double équipe à l'hôpital. Ghislaine savait que ça sentait mauvais. Et quand elle n'a pas pu se permettre un avocat, il a pris les choses en main. Pas avec arrogance. Avec détermination. Il a fait des recherches, a extrait les archives de la ville, compilé les horodatages, les journaux de sécurité et obtenu 2 déclarations sous serment de voisins qui avaient entendu le gestionnaire immobilier dire qu'il essayait de « faire partir les gens de la section 8 d'ici l'été ». Ghislaine avait 17 ans. Pas de permis. Pas de voiture. Pas de réseaux sociaux. Mais son classeur était épais. Son argument? Solide. Et il savait qu'il avait le droit légal, en vertu de la loi de l'Arizona, de représenter un membre de sa famille devant un tribunal civil avec l'approbation appropriée. Il a donc rempli les papiers. Je l'ai fait notarier. Et j'ai attendu. Puis il s'est présenté au tribunal. Personne n'attendait grand-chose. Mais c'était ça le truc avec Ghislaine, il n'entrait jamais dans une pièce en faisant du bruit. Il a simplement laissé le silence le suivre quand il est parti. De retour dans la salle d'audience 2B, le silence commençait à peser. Et le juge Wexler n'était pas prêt à lâcher le contrôle. Tiana Rowe avait 24 ans, travaillait la nuit à l'hôpital Saint-Joseph et s'occupait de son petit frère, Kalin, qui souffrait d'asthme si grave qu'il l'empêchait parfois d'aller à l'école pendant des jours. Elle n'était pas du genre à causer des problèmes. Elle payait son loyer à temps, gardait son logement propre et ne se plaignait pas, même lorsque le chauffage était coupé en janvier. Mais son bâtiment était en train de changer. Une nouvelle direction est arrivée il y a 6 mois avec des projets de modernisation. Cela signifiait des loyers plus élevés, des règles plus strictes et une campagne discrète pour se débarrasser des locataires qui ne correspondaient pas à leur vision. La pression a commencé modestement, des lettres pour des infractions mineures, des inspections aléatoires, des plaintes pour bruit excessif de locataires qui n'étaient même jamais chez eux. Puis vint la plainte du 8 février. Un rapport d'infraction pour bruit prétendument déposé par un voisin, musique forte, cris, possible bagarre. Le seul problème était que Tiana était arrivée au travail à 18h45 ce soir-là et n'avait quitté l'hôpital qu'après 7h du matin. Kalin avait passé la nuit chez un ami. Il n'était même pas à la maison. Elle a essayé de contester la réclamation auprès du gestionnaire immobilier, mais il l'a fait taire. Nous avons le droit de résilier le contrat en cas de violation répétée. Ce n'est pas personnel. Sauf que c'était le cas. Parce que 2 autres familles de l'immeuble des familles monoparentales noires avaient déjà été contraintes de partir avec le même genre d'avertissement. Pas d'audience. Aucune question. Juste de l'intimidation enveloppée dans des lettres à consonance officielle. C'est à ce moment-là qu'elle a appelé Ghislaine. Il n'a pas répondu tout de suite. Il était à l'école, jetant des coups d'œil furtifs à un manuel juridique qu'il avait caché derrière son Chromebook.
Mais quand il a vu l'appel manqué et le SMS qui suivait, ils essaient de m'expulser d'ici la fin du mois. Il a quitté la classe sans permission. Il a sauté dans un bus de ville et s'est présenté à son appartement pour le dîner. Ils étaient assis à sa table de cuisine avec des billets étalés comme des cartes à jouer. Il ne parlait pas beaucoup. Il écoutait simplement, écrivait des choses, posait des questions. Puis il a sorti son ordinateur portable, a créé un dossier appelé Ross et Holstead MGMT, et j'ai commencé à constituer un dossier, email, horodatage, journaux de bord, politique de construction, loi de protection des locataires de l'Arizona. Il a tout compilé. Il a découvert que la plainte n'était pas signée. Aucun témoin. Pas de son. Aucune déclaration écrite. Juste un vague rapport et une chaîne de courriels entre le superviseur de l'immeuble et le directeur régional de l'immobilier. On parle de « revitaliser le profil des locataires ». Il a même retrouvé la voisine qui aurait déposé la plainte, Madame Chenet, appartement 3B, une femme à la retraite avec un déambulateur et un jardin de plantes en pot devant sa porte. Lorsqu'il lui a posé des questions sur la plainte, elle a semblé vraiment confuse. « Je ne connais même pas cette fille, dit-elle. Je n'ai rien écrit. Je n'ai rien entendu non plus. » C'était le clou. Jalen a rédigé une lettre d'intention pour contester l'infraction et l'a déposée au nom de Tiana. Le gestionnaire immobilier n'ayant pas répondu, il a déposé une plainte civile pour expulsion abusive. Une semaine plus tard, ils ont reçu une date d'audience. Lorsque Jalen s'est présenté avec son autorisation d'agir comme représentant pro se, le commis l'a examiné à 2 reprises, lui a demandé une pièce d'identité et a vérifié les documents à 3 reprises. Ils étaient valides. Mais la paperasse n'arrête pas les préjugés. Et lorsqu'ils sont entrés dans la salle d'audience 2B ce matin-là, ils avaient l'impression que tout le monde avait déjà pris sa décision. Jalen n'était pas censé être là, pas habillé comme ça, pas si jeune, pas si sûr de lui. Mais il n'était pas venu pour se déguiser. Il était venu pour leur faire regretter de l'avoir sous-estimé. Mais connaître la loi ne suffisait pas. Il devait maintenant prouver qu'il avait sa place dans une pièce qui faisait tout pour lui donner l'impression qu'il n'y avait pas sa place. Soyons brefs, dit le juge Wexler en rangeant la pile de papier devant lui. Nous avons déjà 3 autres dossiers en cours. Il était déjà fatigué non pas du travail, mais de Jalen, de toute cette situation. Cela se voyait dans sa façon de soupirer avant de parler, dans la façon dont il faisait rouler son stylo entre ses doigts, comme si toute cette histoire était une perte de temps. Monsieur Prescott, vous pouvez continuer. Essayez de ne pas transformer cela en conférence TED. Jalen se leva. Pas de papier en main, juste un bloc-notes jaune et un stylo glissé derrière son oreille. Merci, votre honneur. Avant de commencer, j'aimerais revenir sur l'hypothèse du tribunal selon laquelle ma présence est une nouveauté. Objection, interrompit l'avocat de la défense. S'agit-il d'une déclaration liminaire ou d'une plainte personnelle? Jalen tourna la tête, toujours aussi calme. C'est le contexte. Et je vais avancer. Il marcha lentement vers l'avant, regarda autour de lui dans la salle d'audience, puis se concentra sur Wexler. Cette affaire n'est pas une question de bruit. C'est une question de pouvoir. Ma cousine, Tiana Rowe, est une locataire ouvrière d'un complexe qui est discrètement vidé des familles qui ne correspondent pas à un certain profil. Elle a été accusée d'avoir violé son bail alors qu'elle était pointée à Saint-Joseph, à 45 minutes de là. Aucune preuve. Aucune signature. Juste un rapport dactylographié. Nous ne demandons pas de la compassion. Nous demandons des faits. Le silence se fit dans la pièce. On entendait le grincement du banc tandis que quelqu'un se déplaçait. Wexler se gratta le menton, ni amusé, ni impressionné, juste agacé. « Et vous avez des preuves de tout cela » demanda-t-il catégoriquement. « Je le fais » dit Jalen en fouillant dans son sac à dos et en tendant un classeur à onglet à l'huissier. À l'intérieur se trouvaient les horodatages de la carte de pointage de Tiana, une déclaration de Madame Chenet niant la plainte et des avis à l'échelle du bâtiment montrant un modèle d'application sélective. Dans une section, il avait imprimé une chaîne de courriers électroniques internes, obtenue légalement grâce à une plainte d'un résident, qui montrait la direction discutant d'une stratégie de remplacement des locataires à long terme. Wexler feuilleta le classeur. Bien organisé. Mais vous savez que les preuves seules ne suffisent pas à gagner un procès. Jalen ne s'y a pas. Oui, votre honneur. Mais les faits ont tendance à être plus éloquents que le sarcasme. La salle changea. Quelqu'un dans la galerie ravala un rire.
Wexler se pencha en arrière sur sa chaise et regarda Jalen comme s'il l'évaluait pour la première fois. Tu penses que tu es intelligent? Non. Je pense que mon cousin mérite la sécurité du logement comme tout le monde. L'avocat de la défense s'est levé à nouveau, visiblement agacé. Objection, votre honneur. Il fait de la démagogie. Rejeté, marmonna Wexler. Il n'aimait toujours pas le gamin, mais il commençait à l'écouter. Jalen continua, s'adressant cette fois directement au juge. Conformément à la RS Wester 331367, les locataires ont le droit de contester les menaces d'expulsion injustifiées ou de représailles. Madame Rowe n'a pas bénéficié d'une audience formelle, n'a pas eu la possibilité de répondre par écrit et n'a reçu aucune copie de la plainte présumée. Il s'agit de violations de procédure qui portent atteinte à ses droits et la mettent en danger de se retrouver sans abri pour une plainte pour tapage qui n'a jamais existé. Il a dit cette dernière partie lentement, sans dramatisation, juste de manière régulière et claire. Wexler ne parla pas pendant un moment. L'avocat de la défense a tenté de détourner le débat, affirmant que Tiana avait des antécédents de troubles du comportement. Mais Jalen a répliqué à chaque fois avec des documents prouvant qu'ils étaient vagues, non étayés ou carrément faux. Tu es venu préparer, dit Wexler dans sa barbe, plus pour lui-même que pour quiconque. Jalen ne sourit pas. Il n'était pas là pour ça. Il se tenait juste là, calme comme toujours, les mains jointes. Mais le plus difficile n'était pas de défendre ses arguments, mais de survivre à un système qui s'attendait à son échec dès le premier instant où il ouvrirait la bouche. La salle d'audience n'avait plus la même atmosphère. Ce qui avait commencé comme un divertissement pour certains à un enfant essayant de devenir avocat était désormais inconfortable. Silence. Les gens se penchaient en avant au lieu de rire. Même le réceptionniste avait arrêté de taper. Jalen retourna à la table du plaignant et ouvrit à nouveau son classeur, le feuilletant directement vers la fin. J'aimerais appeler mon premier témoin, dit-il. Madame Chenet, appartement 3B. Le juge cligna des yeux. Vous avez amené un témoin. Oui, votre honneur. Elle est présente et prête à témoigner. La femme âgée munie du déambulateur, Madame Chenet, se leva lentement de la galerie. Elle avançait avec précaution, à petits pas, mais le regard fixé. Jalen lui offrit un bras alors qu'elle se dirigeait vers l'avant. Une fois assis et assermenté, Jalen s'est approché. Madame Chenet, avez-vous déposé une plainte pour bruit contre Madame Tiana Rowe le 8 février? Non, je ne l'ai pas fait, dit-elle sans hésitation. On vous l'a demandé? Pas directement. Mais le gérant est venu plus tôt dans la semaine pour poser des questions sur les jeunes locataires. Il a dit qu'il essayait de faire le ménage. Avez-vous déjà observé Madame Rowe causer des troubles dans le bâtiment? Jamais. Cette fille travaille plus dur que quiconque dans l'immeuble. Et quelqu'un de la direction vous a-t-il informé qu'un rapport avait été déposé à votre nom? Non. La première fois que j'en ai entendu parler, c'était par ce jeune homme ici présent. Jalen hocha la tête. Plus de questions. L'avocat de la défense s'est levé, mais Wexler a levé la main. Pas besoin, dit-il doucement. Laisse-la se reposer. La salle est restée immobile tandis que Madame Chenet retournait au banc avec l'aide de l'huissier. Jalen se tourna vers le juge. Nous disposons également d'images de surveillance horodatées de l'hôpital où travaille Madame Rowe. Elle confirme son entrée et sa sortie à la date indiquée. Son superviseur a également soumis une déclaration signée attestant de ses heures de travail. Il a glissé une clé USB sur la table. Le projecteur de la salle d'audience s'est allumé. L'écran montrait un couloir granuleux, 18h45, Tiana entrant, badge d'hôpital autour du cou, cheveux tirés en arrière, blouse. Extrait suivant 7h15 où elle sort du même couloir, les épaules affaissées, les cheveux en bataille, l'épuisement se lisant sur son visage. Wexler tapota lentement son stylo contre son bureau. L'avocat de la défense ne parlait pas. Il fixait l'écran, les bras croisés, la mâchoire serrée. Lorsque la séquence s'est terminée, Wexler a regardé Jalen. Monsieur Prescott, vous avez fait valoir votre point de vue. Jalen ne se détendit pas. Il resta immobile. Il y a encore une chose, dit-il. Il sortit de sa poche une lettre pliée, la déplia soigneusement et la tendit à l'huissier. Il s'agissait d'une autre locataire, Maria Estes, une mère célibataire qui avait déménagé 2 mois plus tôt après avoir reçu 3 avis vagues de violation de bail. Dans la lettre, elle décrit l'intimidation,
les lettres et la façon dont le gestionnaire immobilier lui a dit « c'est plus facile pour tout le monde si vous partez simplement ». Le juge le lut en silence, les lèvres serrées en une fine ligne. Après une longue pause, il se pencha en avant et posa ses mains sur le banc. « Je siège à ce tribunal depuis 19 ans, dit-il lentement, et je n'ai jamais vu un enfant arriver ici avec un tel niveau de préparation, de confiance et de preuve, surtout pas sans diplôme en droit. » Il regarda Jalen pendant un long moment, puis l'avocat de la défense. « Vous avez beaucoup de choses à répondre, a-t-il dit à l'avocat. Se tournant vers Jalen, il ajouta. « Votre dossier est convaincant. Plus encore, il est irréprochable. » Jalen ne sourit pas, il hocha simplement la tête. « Merci, votre honneur. » Mais il ne s'agissait pas d'éloge. Il s'agissait du fait que personne ne s'attendait à ce qu'il arrive aussi loin. Et pourtant, il se tenait là, inébranlable. La salle d'audience n'a pas applaudi. Personne ne s'est levé. Ce n'était pas un film. Mais l'énergie avait changé. Même la sténographe judiciaire regarda Jalen avec quelque chose de différent dans ses yeux. Quelque chose comme le respect. L'avocat de la défense, M. Brian Lell, s'est finalement levé. Serrant un dossier qui semblait soudain plus fin que ce matin-là. « Nous aimerions proposer une courte pause pour examiner ce nouveau matériel, a-t-il déclaré. Essayant de garder sa voix stable. Wexler secoua la tête. Vous avez eu des semaines pour vous préparer. Les images sont datées. La lettre est signée. Vous avez été informé des témoins dans le résumé de l'affaire. Il a tapoté le banc avec son stylo. Requête rejetée. Continuez. Lell retourna lentement à sa table, feuilletant les pages comme si elle s'était réorganisée. Il a réessayé, cette fois en demandant son licenciement pour vice de procédure. Mais le juge l'a interrompu. Des irrégularités? Comme ne pas fournir les registres de bail lorsqu'on le demande, demanda Wexler en haussant un sourcil. Silence. Jalen jeta un coup d'œil à son bloc-notes, puis se tourna pour regarder Tiana. Elle était assise tranquillement, les mains jointes sur ses genoux. Sa jambe rebondissait sous la table, mais son visage était illisible. Il se pencha et murmura « Ça va ?» Elle hocha la tête. À peine. De retour sur le banc, Wexler s'éclaircit la gorge. « Soyons honnêtes, a-t-il déclaré. Ce n'était pas censé être un cas réel. Pas dans votre esprit, monsieur Lell. Pas dans le mien non plus, si je suis honnête. » Lell a bougé. Vous pensiez que vous alliez entrer, appeler le bluff, et que ce serait terminé en 15 minutes. Mais il s'avère que ce jeune homme a fait plus de devoirs que la plupart des associés de 3e année que j'ai eu devant moi. Jalen n'a pas réagi. Pas par fierté. Mais parce que le combat n'était pas encore terminé. J'aimerais appeler le gestionnaire de l'immeuble, a déclaré Jalen. Objection, rétorqua Lell. Il n'était pas répertorié dans. Il a été assigné à comparaître et a répondu par courrier électronique. Le tribunal a une copie de la confirmation, a répondu Jalen. En tournant la page jusqu'à la page exacte et en la faisant glisser vers le juge. Wexler le scanna, puis hocha la tête. Il est dans le couloir. Faites-le entrer. La porte s'ouvrit et un homme trapu d'une trentaine d'années entra. Avec un presse-papier et une attitude. Il s'appelait Phil Ewart et il semblait préférer être n'importe où ailleurs. Il s'assit, prêta serment et croisa les bras. Jalen s'est avancé. Monsieur Ewart, pouvez-vous expliquer pourquoi Madame Rowe a reçu une contravention? Pour une plainte qui ne peut être attribuée à aucun résident. J'ai reçu un rapport, dit Phil d'un ton neutre. De qui? Je ne me souviens plus du nom. C'était écrit. Où est-il maintenant? Je ne l'ai pas. Je l'ai peut-être perdu. Vous avez déposé une plainte pour violation de bail sur la base d'une réclamation anonyme sans preuve à l'appui, est-ce exact? Écoutez, je gère plus d'une centaine de locataires. Oui ou non? Phil jeta un coup d'œil au juge, puis à Jalen. Oui. Jalen ouvrit le classeur et découvrit une impression. Avez-vous écrit cet email à votre responsable régional le 10 février? Nous allons commencer à éliminer les plus problématiques, en commençant par le 2C. Ils ne s'y opposeront pas. Les yeux de Phil s'écarquillèrent. Cela a été sorti de son contexte. Dans quel contexte est-il acceptable de qualifier les locataires de « problème » ? Silence. Considérez-vous que les locataires de la classe ouvrière constituent un problème?
Phil avait l'air de vouloir disparaître. Il regarda le juge. Mais Wexler n'a pas bronché. Pas d'autres questions, dit Jalen. Phil a été renvoyé. Lorsqu'il passa devant la galerie, quelques personnes secouèrent la tête. Madame Chenet fixait le sol. De retour à la table des plaignants, Jalen s'assit lentement. Sa mâchoire était serrée maintenant. Pas à cause des nerfs. Mais de tout garder en soi. La colère. La frustration. L'épuisement dû au fait de rester debout toute la nuit à rechercher les codes de location et les définitions juridiques. C'était enfin en train de sortir. Mais pas en criant. En fait. Mais même avec la vérité de ton côté. La justice n'est pas garantie. Pas avant que quelqu'un ait le courage de rendre la pièce inconfortable. Pendant 10 secondes entières, personne n'a parlé. Wexler resta assis, le menton posé sur une main, ses lunettes glissant sur son nez. Il semblait voir la salle d'audience différemment maintenant. Comme si les murs s'étaient déplacés pendant qu'il ne faisait pas attention. Jalen est resté assis. Non pas parce qu'il était fatigué. Mais parce qu'il n'était plus nécessaire de rester debout. Tout ce qu'il avait besoin de dire avait été dit. Tiana murmura. Que se passe-t-il maintenant? Jalen n'a pas répondu tout de suite. Il a juste regardé le juge, attendant. Wexler s'est finalement redressé et s'est éclairci la gorge. Ce tribunal estime que la plainte déposée contre Madame Tiana Rowe est sans fondement. La procédure d'expulsion a été lancée sans preuve suffisante. Avec des incohérences procédurales. Et avec ce que ce tribunal ne peut décrire que comme un modèle troublant d'application sélective. Les mots frappent fort. Pas seulement parce qu'ils étaient une victoire, mais parce qu'ils étaient réels. Documentés. Parlés à voix haute. Enregistrés. De plus, a poursuivi Wexler. Le tribunal recommande que l'affaire soit examinée par l'autorité compétente en matière de logement. Pour d'éventuelles violations de la loi sur le logement équitable de l'Arizona. L'elle a essayé d'intervenir. Votre honneur, si vous me le permettez. Tu ne peux pas, répondit Wexler sans le regarder. Tu as eu ta chance. Il se tourna maintenant vers Jalen. Son expression avait changé. Toujours sévère. Toujours formelle. Mais il y avait autre chose en dessous. Une pause. Une sorte de poids derrière sa voix qui n'était pas là avant. Monsieur Prescott, dit-il. Je te dois des excuses. Jalen inclina légèrement la tête. Quand vous êtes entré dans cette pièce, je vous ai congédié. J'ai vu un sweat à capuche. J'ai vu un adolescent. Je n'ai pas vu d'avocat. C'était mon erreur. Quelque part au dernier rang, quelqu'un murmura. Il était temps. Wexler n'a pas bronché. Vous avez fait preuve d'une compétence, de connaissance et d'une maîtrise de soi extraordinaire. Vous avez défendu votre famille avec dignité. Vous avez navigué avec clarté dans des normes juridiques complexes. Et tu as gardé ton sang-froid sous une pression que la plupart des adultes ne pourraient pas gérer. Jalen fit un petit signe de tête. J'apprécie cela, dit-il doucement. Même Wexler baissa les yeux sur ses papiers, puis les releva. Cette audience est ajournée. Le marteau a frappé une fois. C'était fait. Pas d'applaudissements. Juste du silence. Tiana expira comme si elle avait retenu son souffle pendant des semaines. Ses épaules tombèrent. Elle se tourna vers Jalen, les yeux pleins mais sans pleurer. Tu l'as fait. Il n'a pas souri. Il s'est simplement levé, a fermé son classeur. Et l'a mis dans son sac à dos. Comme si c'était juste un autre mardi. Rien de tape à accent grave l'œil. Rien de bruyant. Le commis s'est approché de lui en sortant et lui a tapoté l'épaule. Et, dit-elle. Tu as déjà pensé à passer le barreau un jour? Tu as quelque chose. Jalen lui lança le même regard calme qu'il lançait à tout le monde. Peut-être. S'ils me le permettent. À l'extérieur du palais de justice. L'air était plus chaud. Les gens passaient comme si de rien n'était à l'intérieur. Jalen et Tiana étaient assis sur le banc près de l'arrêt de bus. Le même où ils ont attendu 1 heure il y a une semaine. Pour déposer les papiers. Elle lui donna un coup d'épaule. Sérieusement, merci. Il hocha la tête, regardant une voiture s'arrêter et tourner au ralenti sur le trottoir. Je ne voulais juste pas te voir expulsé sans raison.
Mais comment as-tu appris tout ça? Il baissa les yeux et joua avec la fermeture éclair de son sac à dos. J'ai dû le faire. Personne d'autre n'allait le faire. Tiana n'a rien dit. Elle s'est juste penchée en arrière. Regardez les nuages se déplacer sur le soleil. Jalen esquissa finalement un sourire. Pas grand. Mais réel. Tu as faim. Je meurs de faim. J'ai 20 $. Alors tu achètes. Ils ont tous les deux ri. Pas fort? Mais ça a marché. Parce que dans un système qui écoute rarement. Une voix calme soutenue par la vérité. Peut résonner plus fort qu'une pièce remplie de titres. Certaines histoires n'ont pas besoin d'explosion pour faire du bruit. Parfois, le moment le plus bruyant. C'est quand un adolescent porte des baskets usées. Prouve que l'intelligence ne vient pas avec un code vestimentaire. Et la justice n'appartient pas seulement à ceux qui portent des costumes. Jalen Prescott n'est pas entré dans cette salle d'audience avec l'allure que l'on prête habituellement à un héros. Pas de cape, pas de grande déclaration. Rien d'éclatant ou d'évident. Mais il en est ressorti avec quelque chose de bien plus puissant que l'approbation. Il est reparti avec des preuves. Des preuves que la connaissance peut fissurer les murs d'un système. Que la préparation peut triompher de la perception. Et que lorsqu'on choisit de défendre quelqu'un d'autre, même quand on est sous-estimé, méprisé, et que l'on vous parle avec condescendance, il est possible de forcer les gens à regarder ce qu'ils ont ignoré pendant des années. Le juge Wexler l'a vu. Le tribunal tout entier l'a vu. Et si nous y prêtons un tant soit peu attention, nous devrions le voir aussi. Parce que chaque quartier, chaque ville, chaque coin de rue a son Jalen. Un enfant discret, au fond de la salle. Celui qu'on remarque à peine. Celui qui observe plus qu'il ne parle. Qui lit en silence, écoute tout. Et n'oublie rien. Mais le monde, encore et encore, essaie de le faire taire. De lui dire de s'asseoir. De rester à sa place. D'attendre son tour. Et s'il avait refusé? Et si, pour une fois, nous faisions réellement de la place à ces voix-là? Avant qu'elles ne soient obligées de se battre pour qu'on les entende? Avant qu'elles ne soient contraintes de forcer la porte? Si cette histoire vous a fait réfléchir, même un tout petit peu, alors partagez-la. Parlons-en. Réfléchissons ensemble. Demandez-vous, qui est ignoré, négligé, écarté dans votre propre vie? Et si c'est vous qu'on continue de sous-estimer? Alors restez prêts. Restez attentifs. Et quand le moment sera venu, parlez, avec force, avec clarté. Ils vous entendront. Un jour ou l'autre. Ils vous entendront.